surface une perforation de la boîte crânienne. Et la troisième technique, c'était tout simplement en emmanchant un outil de silex acéré et en s'en servant comme d'une vrille, on pouvait ainsi par térébration perforer la boîte crânienne. Alors, il faut rappeler que quand on sort un éclat de silex de son rognon, il est encore stérile avant de tomber par terre. Oui, absolument. Donc il n'y a pas de risque d'infection très en bien, tout cas. Normalement. Ça coupe très très bien et il n'y a pas a priori de risque au départ en tout cas d'infection. L'infection peut venir ensuite. Effectivement. Mais il faut savoir que ces trépanations étaient généralement réussies avec succès. Je pense à une étude qui avait été menée dans la région des Grands Cosses par Jean-Yves Boutin et Daniel André sur 130 crânes trépanés provenant des sépultures collectives de cette région. Ils en ont déduit que 70% avaient survécu à l'opération, ce qui est considérable. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Alain Benex, que vous êtes archéologue, néolithicien et œuvré dans une UMR du CNRS et du département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle. À défaut de coups sur la tête, peut-on envisager une anesthésie ? Alors, on ne peut que supposer. Naturellement, c'était des opérations qui devaient être terriblement douloureuses et on ne peut supposer que on n'a pas d'informations sur la pharmacopée néolithique, mais probablement que des plantes comme la belladone, comme la datura, même s'il y a débat entre les botanistes et les historiens à propos de la datura, savoir si elle était introduite depuis l'Amérique ou si elle était déjà présente en Europe, il y a un vrai débat. Mais ce type de plante a pu être utilisé pour calmer, pour leur vertu antidouleur. Mais ce ne sont que des suppositions, naturellement. Est-ce une opération souvent pratiquée ? On retrouve beaucoup de ces crânes trépanés dans les grands caveaux mégalithiques de cette période ? Alors, en proportion, non. Effectivement, la proportion est infime. En revanche, si on prend le cadre du territoire français, on a deux grandes concentrations de trépanation, mais vous venez de le rappeler, dans des régions qui sont connues pour l'abondance des sépultures collectives. Et c'est un peu mathématique. Plus vous avez de défunts, plus vous avez de chances de trouver des crânes trépanés. Ces deux régions, c'est le bassin parisien, au néolithique récent, donc seconde moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ et 3e millénaire, et les Grands Cosses, c'est-à-dire le pourtour sud du Massif central, cette région donc des Grands Cosses, où là aussi, au néolithique final chalcolithique, on connaît des quantités importantes de crânes trépanés. Alors, vous me disiez 70% de survie dans un cas, mais généralement, on survit donc de cette ablation d'une portion de la boîte crânienne. Oui. On a d'autres exemples Oui, on a d'autres exemples, et je le disais tout à l'heure, même des cas de double trépanation ont été réalisés avec succès. C'est-à-dire qu'ensuite, on retrouve le crâne avec les deux ouvertures, mais avec les bords cicatrisés, ce qui prouve tout à fait la survie du patient. Certaines de ces trépanations auraient pu être faites sur des défunts ? Alors, on a des cas, effectivement, il reste les 30% restants, on va dire, qui peuvent relever de deux cas de figure. Soit le patient est décédé en cours de trépanation. On a deux cas très précis, notamment venant de l'hypogée de Roex, fouillé par Jean Courtin dans le Vaucluse, où nous avons un début de trépanation qui n'a pas été abouti. Et donc, visiblement, le patient est décédé en cours d'opération. Et nous avons dans le même hypogée, nous avons un autre crâne où l'ouverture était assez importante, 8 cm de diamètre. Et on a retrouvé le volet, c'est-à-dire le bout d'os qui a été prélevé lors de l'opération. Donc, la trépanation n'a pas été... Il n'y a pas eu de cicatrisation, si vous voulez. Et en regardant le volet issu de cette trépanation, on s'est rendu compte qu'il y a eu un accident opératoire, c'est-à-dire que le chirurgien, c'est un bien grand mot, a certainement fait une pression un peu trop forte sur le crâne et a enfoncé le volet à l'intérieur de la masse cérébrale. Et donc là, c'est la mort assurée. Et est-ce que ces trépanations faites sur des défunts ne seraient pas tout simplement des sortes d'autopsies avant l'heure, en quelque sorte ? Probablement. Des sortes d'exercices pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, exactement. 70% des opérations ont réussi. Ça nécessite une bonne connaissance du crâne, de l'os crânien, de la masse cérébrale. Il ne faut pas oublier que le cerveau est enveloppé par la dure-mère et si on
touche à la dure mer, c'est la mort assurée. Il y a aussi des réseaux sanguins. Et donc, certainement que par empirisme, ces hommes du néolithique se sont entraînés, ont observé. On a des cas, par exemple, de double trépanation où la première a cicatrisé, la seconde n'a pas cicatrisé. Il est fort probable qu'à la mort de l'individu, on soit allé un petit peu voir dans la tête pour savoir comment ça s'était résorbé. Donc probablement des cas d'autopsie, on pourrait dire. Et comment voit-on que l'individu a survécu ? Je vous dis, les parois de la perforation ont reçu un tissu cicatriciel, en fait, et parfois même le trou se résorbe. C'est-à-dire que l'os se régénère et finit par presque obturer le trou de la trépanation. Alors j'ai mis sur le site internet du Salon d'Art de France Culture une image absolument invraisemblable, une double trépanation, donc extrêmement risquée. Ah oui, extrêmement risqué. C'est un crâne qui provient du département de l'Aveyron. Effectivement, il présente donc une double trépanation pariétale, donc en conservant ce qu'on appelle un pont osseux au sommet du crâne. Et ce pont osseux, en fait, était censé protéger le sinus veineux longitudinal, qui est au sommet de la masse cérébrale et qui adhère à la table interne de l'os. Et donc, ça prouve bien que nos néolithiques avaient une bonne connaissance anatomique du crâne, puisqu'ils avaient perforé de part et d'autre, en laissant ce pont osseux pour protéger cette artère, en fait, et éviter la mort du patient. Un crâne qui est exposé dans un musée aujourd'hui ? Oui, au musée de Millau. On peut le voir au musée de Millau. Alors que fait-on du bout de crâne qui est prélevé ? On en fait quelque chose de cette petite rondelle qui a été extraite ? Alors on en trouve de temps en temps, on appelle ça des volets crâniens. Certains y ont vu des amulettes, on pouvait garder ça en souvenir peut-être de l'opération. Si j'ose la comparaison, ça rappelle un petit peu les opérations de l'appendicite où vous gardez le petit bout de boyau dans un petit tube avec de l'alcool. Peut-être que le patient gardait en talisman ce morceau de boîte crânienne. En tout cas, certaines opérations ont visiblement réussi. Peut-on entrevoir pour autant de véritables chirurgiens dès cette époque ? C'est-à-dire la place du spécialiste. Est-ce que d'ailleurs on a des spécialistes durant cette période néolithique ? Donc une forme de hiérarchie sociale. Alors on a des spécialistes dans d'autres domaines. On peut pas penser, je sais pas, aux potiers, aux tailleurs de silex, aux bergers, aux paysans. Alors est-ce qu'on aurait des chirurgiens à part entière ? Le terme est anachronique, évidemment. En revanche, je reviens toujours à ce que je disais, vu les taux de réussite, on avait certainement des individus qui avaient acquis une certaine dextérité, une certaine maîtrise du geste opératoire et qui étaient capables de transmettre ce savoir à des apprentis, entre guillemets. Donc peut-être pas des chirurgiens à part entière, mais en tout cas des individus qui étaient tout à fait capables de s'adonner à ces pratiques. En tout cas, ces premières opérations ont été repérées dès le 19e siècle par des savants archéologues et certains très célèbres. Ouais, non des moindres, oui. Je vous parlais tout à l'heure des deux régions principales, le bassin parisien et puis la région des Grands Causses. Dans le bassin parisien, c'est le baron de Bay qui avait repéré ces crânes trépanés lors de ses fouilles de sépultures collectives donc du bassin parisien. Et sur les Grands Causses, c'est le docteur Prunière qui avait collaboré à l'époque alors avec un grand médecin français, Paul Broca, qui a publié d'ailleurs les tout premiers travaux consacrés aux trépanations préhistoriques. Alain Bennec, cette opération semble émerger très tôt, vous le disiez tout à l'heure, en France, à peu près vers le 6e millénaire, mais donc dès l'arrivée des néolithiques. Mais ce que l'on voit, c'est que ces trépanations, on en trouve partout dans l'Ancien Monde. Partout, à peu près à cette époque. À peu près à cette époque, dans l'Ancien Monde. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'à la fin du néolithique, il y a une chute brutale de cette pratique. Elle disparaît. Elle disparaît pas, mais elle est encore plus minoritaire. Je veux dire, on connaît quelques crânes trépanés au cours des âges des métaux, mais c'est sans commune mesure avec le nombre de crânes trépanés que l'on a à la fin du néolithique. Il nous faut aussi parler, il n'y a pas que les trépanations, il existe aussi de rares cas d'amputation. En effet, alors beaucoup plus rare, puisque de mémoire, on en connaît 3. 2 qui concernent le néolithique ancien de l'Europe continentale, un en République tchèque et un autre en Allemagne. Mais par chance, nous avons un très beau cas d'amputation qui a été découvert en France en 2005 sur la commune de Buthier-Boulancourt. Par Anaïk Samzin. C'est ça, exactement. Et donc il s'agissait tout simplement de la tombe d'un individu âgé qui a été retrouvé sur ce site. Alors quand je dis un individu âgé, c'était quelqu'un qui avait une quarantaine d'années. Mais pour l'époque, c'est déjà un âge canonique. L'espérance de vie au néolithique est de l'ordre de 35-40 ans.
ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer ce cap, mais c'est une moyenne, naturellement. Ça s'explique assez par les taux de mortalité infantile très, très importants. On estime qu'un enfant sur 2 n'atteignait pas l'adolescence. Donc, pour en revenir au cas de Buthier-Boulancourt, donc la tombe d'un homme âgé qui souffrait d'arthrose, qui était édenté. Et à la fouille, les archéologues se sont rendus compte qu'il manquait l'avant-bras gauche et la main gauche. Donc, ça en est suivi une batterie d'examens. Ces examens ont démontré, enfin des examens radiologiques ou microtomographiques ont démontré qu'il y avait des stigmates d'une très nette section de nature traumatique. Et ensuite, une cicatrisation. En fait, d'après ce que j'ai compris, il a eu un accident. Alors, le bras était quasi arraché. Voilà, le schéma. Et de fait, on a amputé l'individu, son bras gauche, voilà. qui pendouillait, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le schéma retenu. Alors, on ne sait pas les causes de cet accident, si c'est un accident ou un acte belliqueux. Effectivement, il a eu une partie de son avant-bras arraché et qui était encore maintenue à l'humérus. Et donc, un chirurgien, appelons-le comme on veut, à l'aide d'un outil en silex, a fini de sectionner la partie du bras qui pendait. Et ça a réussi, puisque visiblement, il n'y a pas eu infection. Et si vous voulez, l'humérus a cicatrisé, la plaie a cicatrisé. Alors on peut penser que des plantes antiseptiques ont pu être utilisées, comme de la sauge, et que la douleur a pu être atténuée un petit peu, comme pour les trépanations, à l'aide peut-être de belladone. Mais en tout cas, l'individu a survécu. C'est ça qui est assez remarquable. Alors c'est pas un individu ordinaire. Dans la tombe, on a retrouvé des objets assez intéressants, des objets que l'on qualifie souvent d'objets de prestige. Il y avait une grande lame de hache polie en schiste qui imite un petit peu les haches alpines, vous savez, en roche verte. Il y avait aussi une grande lame, un grand pic en silex, et à ses pieds avait été déposé un agneau ou un chevreau. Donc c'est un individu probablement d'un certain statut. Et sa survie, en tout cas, démontre qu'il a bénéficié du soutien et de la solidarité du groupe dans lequel il vivait. Parce que pour survivre à sa mutilation, à son handicap, c'est qu'il a été pris en charge par les siens. La fameuse momie des glaces trouvée dans les Alpes, Ötzi, aurait eu des tatouages éventuellement thérapeutiques ? Ah oui, alors Ötzi, c'est une des découvertes archéologiques majeures de ces dernières décennies. On sait tout sur cet individu. Il a été examiné en long, en large, en travers, et on s'est rendu compte effectivement qu'il portait sur le corps des tatouages qui avaient été réalisés par incision et insertion de charbon, enfin de poudre de charbon végétal. Et c'est des tatouages qui ressemblent en fait à des petits traits parallèles de quelques centimètres de long et qui ont été disposés par petits groupes, une quinzaine de groupes sur l'ensemble du corps, sur les lombes, aux articulations. Et la radiographie de la momie a démontré que ces tatouages en fait correspondaient en fait à des lésions d'arthrose. C'est-à-dire que Ötzi souffrait d'arthrose. Pas uniquement d'arthrose, il souffrait aussi d'une parasitose. Dans son intestin, on a retrouvé des vers, certainement liés à une consommation de viande mal cuite ou avariée. Et donc, l'idée était très tentante d'associer ces tatouages à ces lésions d'arthrose, et probablement que ces tatouages avaient été réalisés dans un but thérapeutique ou prophylactique pour atténuer les douleurs. Presque. Magique, oui, c'est ça, magique. Alors, ça tranche un petit peu avec le caractère un peu raisonné des trépanations, des amputations. Là, on est plutôt dans la magie, le rituel. Dans le néolithique moyen-oriental, une nécropole néolithique a révélé de nombreux squelettes atteints de spina bifida, maladie très handicapante, et qui révèle la prise en charge donc des malades par le groupe. Auriez-vous d'autres exemples de solidarité sociale de la sorte ? Alors là, de mémoire, oui. Dans le Calvados, la fouille d'une sépulture collective à Herne a permis de découvrir les restes d'un squelette, d'un nain bossu qui était atteint de malformations particulièrement handicapantes. Et il est décédé adulte. C'est ce qui était relativement intéressant. Et cet individu, manifestement, n'a dû sa survie qu'au dévouement de sa famille et à la solidarité du groupe. Et d'ailleurs, à sa mort, il n'a pas été rejeté. Il a été enterré dans la sépulture communautaire. Alain Benex, merci beaucoup. Avec plaisir.
Je signale au passage que vous avez écrit sur ce sujet dans Archéologia, revue partenaire de notre émission. La semaine prochaine, Giulia Boetto du CNRS nous commentera cette extraordinaire découverte d'une épave en Méditerranée. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Dofar Guéride, attachée d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.